Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo en direct, non pas de mon bureau ou de ma salle de gym, mais, vous voyez bien, de la salle de gym de The Rob. Alors pourquoi je fais un interview de The Rob? Parce que d'abord, c'est un YouTuber que j'aime bien. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas négatif, qui parle de tout, qui fait des interviews très agréables et toujours positifs. Il n'accueille pas les gens dans le but de les coincer, de les abîmer, de détériorer leur image, mais simplement de les faire parler et de leur permettre de parler de leur vie et de leur expérience. Alors, il y a eu expérience de dopage, bien sûr. C'est intéressant, puisqu'il montre ce qu'ils font et ce qu'il ne faut pas faire. Mais aussi, il invite des gens de tous les milieux qui se livrent avec plaisir à Rob, parce que The Rob est quelqu'un de positif et ils se sentent bien. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un de positif pour pouvoir se livrer en toute objectivité. Voilà. Alors, moi, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'aime The Rob, mais j'avais un journal qui s'appelait Power Mag. Et Power Mag, j'interviewais à l'époque, il y a très longtemps, c'était avant les réseaux sociaux, j'interviewais tous les champions internationaux de powerlifting. Alors, des Ukrainiens, des Russes, même des Basques, qui faisaient de la force basque, tous les champions de power, de force basque ou même de strongman. Et ce que j'aimais bien, c'était leur faire parler de leur vie, de leur jeunesse et du cheminement qui les a amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui, ou ce qu'ils étaient. Donc voilà, c'est ce que je veux faire avec toi, The Rob. Alors pourquoi The Rob ? Alors, parce que je suis fan de The Rock, et vu que mon prénom c'est Robert, je me suis dit que j'allais faire The Rob, tout simplement. Voilà. Parce qu'au début, mon nom c'était Rob Transformer, et je trouvais que Rob Transformer, ça faisait un peu... ça faisait pas assez sérieux, en fait, selon moi, et donc j'ai choisi The Rob, et maintenant The Rob me colle à la peau, car des personnes m'appellent comme ça. Voilà. Donc c'est rigolo, quand Robert. même, ouais, alors que c'est Robert. C'est Robert, voilà, maintenant vous savez exactement pourquoi il s'appelle The Rob. Alors, dis-moi, tu viens d'où ? Quelle a été ton enfance ? Parce que moi, j'aime bien voir, c'est dans l'enfance qu'on se construit, et à l'adolescence, qu'on devient l'être qu'on est, et après on perfectionne. Alors moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois dans le 93, je suis né à Blanc-Minil en 79, donc j'ai 42 ans aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître mon père, car il est mort très très jeune. J'ai eu une mère extraordinaire, aimante. Je peux dire vraiment que j'ai eu la mère africaine dans toute sa splendeur. J'ai même pas senti le manque de mon père, parce que j'avais vraiment une mère incroyable. Et 100% congolais. En fait, moi, mon arrière-grand-père est hollandais du côté de mon grand-père, et du côté de ma grand-mère, il est breton. Donc, ce qui veut dire que ma mère, elle est très claire de peau, ses deux parents sont très clairs de peau, et mon père, lui, était rwandais. Donc, ce qui veut dire que je suis un peu café au lait, quoi. Et donc j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, une banlieue du 93, une banlieue chaude, mais en fait, quand tu habites en banlieue, tu te rends pas compte que c'est forcément chaud. Tu t'en rends compte après par rapport aux médias qui te renvoient une réalité qui n'est pas forcément la même que celle que tu vis. Parce que toi, tu vis avec tes copains, tu traînes avec des gens avec qui tu t'amuses, tu vis dans... Un petit village, quoi, en vérité. Oui, voilà, dans l'échange, dans le partage, dans le respect de toutes les communautés, de toutes les religions. Moi, je suis né à une époque où on parlait pas de religion, en fait, tu vois. On était juste une bande de copains. Pour moi, je savais pas ce qu'était un juif, je savais pas ce qu'était un arabe, je savais ce qu'était un chinois, parce qu'il avait les yeux bridés, parce que ça se voyait physiquement, mais on allait chez nos amis qui étaient blancs, nos amis qui étaient arabes, nos amis qui étaient chinois. Il n'y avait pas de discrimination auprès de leurs parents parce qu'on était de confession musulmane ou parce qu'on était noir. Donc j'avais même une de mes profs qui était lesbienne, et on nous a pas fait une réunion ou un débat pour nous dire « Bon, vous avez une prof qui est lesbienne, on vous l'explique ». On s'en foutait, c'était justement même la prof qu'on appréciait le mieux. Donc moi j'ai eu la chance de grandir à une période où il y avait de la tolérance, et où on s'en battait les couilles de ce que faisait son voisin. On était simplement une bande de copains qui s'amusaient. Donc j'ai eu la chance vraiment d'avoir des valeurs qui, malheureusement, je pense que tu y conviendras aussi, on a perdu dans notre époque digitale, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de... On se montre, on a envie de se valoriser, et surtout de prouver des choses à des gens qu'on ne connaît pas. Et le petit garçon que t'étais, il avait quoi comme passion ? Qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard ? Moi, par pompier, je sais pas, policier, vétérinaire, moi c'était à mon époque. Mais toi, tu voulais faire quoi ? T'avais quoi comme passion ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ma génération, nos parents, ils n'avaient pas d'argent.
Donc ça veut dire qu'on n'allait pas au resto, on n'était pas gâtés. Une fois, j'ai demandé à ma mère un ballon parce que j'aimais le foot. Elle m'a dit, bah, si j'achète ton ballon, on n'aura plus rien à bouffer pendant je sais pas combien de temps. Donc, tu sais, et j'ai pas vécu un manque pour autant, tu vois. On vivait vraiment dans la quiétude, dans la famille, dans le partage. On était vraiment bien. Donc moi, ma passion, bien évidemment, c'était le foot. Donc j'allais m'entrer dans le club de ma ville et ma mère devait venir payer la cotisation. Et vu qu'on n'avait pas d'oseille, ben moi, à chaque fois, je baratinais le mec, je baratinais, jusqu'à ce qu'au moment, il m'a dit, bon, écoute, c'est bon, arrête de me baratiner. Si tu payes pas la prochaine fois, c'est mort. Et donc, j'ai arrêté de jouer au foot à cause de ça. Donc après, je me suis mis à faire du basket. Je me suis mis à jouer au foot avec mes copains dans le quartier parce que ça coûte pas d'argent. Et après, je me suis mis au sport de combat, au taekwondo. J'en ai fait pendant longtemps, je suis arrivé ceinture rouge. Et quand je devais avoir... moi, ma génération, tu sais, c'est une génération où les mecs se faisaient dépouiller, par exemple, tu vois. C'était une génération de bonhommes, en fait, tu vois. Même dans ton quartier? Non, pas dans mon quartier, mais les mecs, les mecs se faisaient vraiment dépouiller. T'avais des expéditions punitives faites par les mecs de ce quartier pour aller dans les écoles un peu, on va dire, un peu catholiques, un peu privées, pour dépouiller les mecs, tu vois. Donc c'est vrai que nous, on était à une époque, fallait être fort. Fallait pas paraître fort comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils veulent avoir des corps de stripteaseurs. Nous, avant, on voulait juste être fort pour pouvoir se défendre, parce que même quand tu étais issu d'un quartier, fallait que tu te défendes auprès des gens avec qui tu vis, parce qu'à un moment, tu vois, on est des mammifères, tu vois, on est des mammifères mâles, et en tant que mammifère mâle, à un moment, il faut que tu montres que ta supériorité face à un autre pour être accepté au sein du groupe. Donc, de ce postulat-là, je me suis mis à faire des sports de combat, donc du taekwondo. Après, je me suis blessé au genou. Et lors de cette blessure, j'ai fait de la rééducation kiné. Et c'est là où j'ai pris goût à la musculation. Et je te parle de ça à une époque où il n'y avait pas de salle low cost, tout le monde ne faisait pas de musculation. Je veux dire, on savait même pas ce qu'était un mec musclé. Schwarzenegger, moi, les modèles de mecs bodybuildés ne faisaient rêver, mais vraiment personne. Toi, tu le sais beaucoup mieux que moi. C'était vraiment des marginaux, quoi. Des marginaux, les gens voulaient plus ressembler à des gens normaux. Le canon de beauté à l'époque, c'était être le beau caucasien. C'est vrai qu'il n'y avait pas de canon de beauté noir, en fait. À part des mecs comme Eddie Murphy ou des gens comme ça, mais qui n'étaient pas forcément beaux. Ils étaient simplement valorisés par rapport à leur humour. Donc quand tu étais noir, malheureusement, ou issu d'une minorité, pour te sentir valorisé, tu allais chercher les modèles des Américains. Et le modèle des Américains, qui te parlait, c'est plus le modèle du rappeur viril ou du pimp qui se la raconte plutôt que le beau blond, comme tu sais, tu te souviens le film Le Cercle des Poètes Disparus, par exemple, tu vois, avec Robbie Williams, où là, les filles, c'est ça qui les faisait rêver à l'époque. Ce genre de mec-là. Mais nous, c'est pas des gens qui nous ressemblaient, tu vois. Donc, quand je me suis blessé, là, je me suis mis à la musculation par le biais de ma rééducation kiné. Et je me suis mis à la musculation quand je suis parti faire mes études à Lille. Quand j'avais une vingtaine d'années. Tu as fait des études de? J'ai fait une école d'attaché de presse, parce que si tu veux, moi j'ai fait un bac pro comptabilité, et vu que je vivais en banlieue, à l'école, moi j'étais... franchement, toutes les personnes que j'ai fait souffrir à l'école, je vous demande vraiment pardon, parce que j'étais une pourriture. Nous, on était vraiment des gens, on était des poisons. Moi, ma mère, elle me disait quand j'étais plus jeune, elle me disait que toi, tu pourrais pousser quelqu'un en suicide, rien qu'à la parole. Vraiment, on était des poisons. Donc j'ai fait toutes les écoles du 93, j'ai fini par faire une école... comptabilité, j'ai eu un bac pro compta, parce que quand même j'ai pas lâché, j'étais pas mauvais dans les études. Après, je suis parti donc faire mes études à Lille parce que dans le 93, j'avais eu des problèmes judiciaires et tout, donc je devais quitter le 93. Je pouvais plus rester dans le 93. Sans indiscrétion, c'était lié à? Bon, tu sais, non mais tu sais, j'ai fait ce que tout le monde peut faire, vendre un peu de drogue, faire des menus larcins. Tu sais, c'est pas parce que comme dirait un pote à moi. Des trucs de cité, des gamins. Ouais, comme dirait un pote à moi, c'est pas parce que t'as vendu un kilo de shit dans ta vie que t'es un voyou, tu vois. Je veux dire, j'étais plus une voyelle qu'un voyou, quoi. Je sais me défendre, mais voilà, j'ai connu des vrais voyous comme toi t'en as connu, et je peux pas me classifier comme ces personnes-là que j'ai pu côtoyer dans ma vie. Donc bref, j'ai dû repartir à la Seine-Saint-Denis. Donc j'ai fait une école d'attaché de presse, l'EFAP. Donc ça m'a permis de me parfaire un peu à ce que je fais inconsciemment aujourd'hui. Moi, ma passion, c'était le hip-hop. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études à The Source. Je suis revenu à Paris, à The Source, qui est le plus gros média hip-hop papier à l'époque. Entre deux, je m'étais inscrit à Moving, à Lille. Donc, ce qui est incroyable, c'est Moving, c'est eux qui ont fait Fitness Park. Donc, c'est pas mal pour mon histoire future, inconsciemment. Tu sais, des fois, quand tu ouvres une porte, inconsciemment, ça va donner sens à ta vie et ça va être une porte ouverte pour ton destin futur, tu vois. Donc, je me suis inscrit à Moving qui était une salle qui coûtait, comme le Club Med, avec sauna, hammam, piscine, jacuzzi, une salle qui coûtait, je sais pas, 500 € l'année, peut-être un peu plus. Donc, pas une salle de body du tout. Non, salle de fitness. Salle de fitness. Il n'y avait fitness. pas beaucoup de salles de body à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, moi,
prendre de la créatine, prendre des compléments, c'était du dopage. Donc pour moi, j'en prenais pas. Je faisais les pecs tous les jours. Je travaillais tous les jours les muscles que je voulais développer. Donc bien évidemment, je me développais pas. Après, je me suis mis à acheter Muscle & Fitness et Flex. Et là, j'ai commencé à m'instruire un peu, regarder les entraînements, regarder la diététique. Et donc, j'ai appliqué ce que j'ai lu dans ces magazines, comme manger un peu plus. Je me suis mis à manger 2-3 repas en plus, à m'entraîner en splittant. Et là, j'ai commencé à me développer. Et tu sais, j'étais souvent en pull. Et un jour, un été, je me suis mis en t-shirt et tous mes potes me faisaient « Oh putain, comment t'es musclé » et tout. Donc là, j'ai commencé à me mettre dans le truc. Après, je suis parti m'entraîner dans une vraie salle de bodybuilding qui s'appelait Atlantic Gym. J'avais 22 ans, je pense. Atlantic Gym qui était tenu par Frédéric Cochard et Georges Torelli, qui étaient des compétiteurs, un couple de compétiteurs de bodybuilding. Donc Frédéric Cochard qui a été championne de France, championne d'Europe, championne du monde de bodybuilding dans sa catégorie. Et Georges Torelli qui a été champion de France. Vraiment une vraie salle de body avec des photos, avec des mecs de la salle qui avaient fait des compétitions. Donc c'est là où j'ai vraiment appris la diète, l'entraînement et le dopage. D'accord. Et c'est là où j'ai mis un pied dedans. Et t'as pas fait de compétition? Jamais, parce qu'en fait, c'est pas un truc qui se mettre en slip, le corps huilé sur une scène pour gagner que dalle. Bah, je trouve ça un peu débile, mais je respecte ceux qui le font. Avec des régimes drastiques. Hein. Oui, après, si tu veux, le fait d'aller jusqu'au bout pour avoir un physique, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pour les mecs, si tu faisais pas de compète, il n'y avait pas d'intérêt de prendre des pros, il n'y avait pas d'intérêt de faire une sèche. Je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt de rentrer là-dedans, c'était pas pour un but compétitif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était vraiment une niche. Il y avait une petite salle dans un quartier éloigné, genre comme le visage de Gaulois d'Astérix, tu vois. Et les salles mainstream comme Moving, t'avais un mec balèze. Et quand tu vas dans une vraie salle de bal, tu te rends compte qu'en fait, il était pas si balèze que ça, tu vois. Donc c'était intéressant, c'était une niche. Donc moi, j'ai eu la chance de faire ma formation entre guillemets du monde du culturisme grâce à des anciens. Et surtout à l'époque, t'ouvrais pas ton cul, t'écoutais. Et j'avais connu Alexandre Natab dans cette salle, c'est là où il avait gagné France et Europe quand il se préparait là-bas. Donc à cette époque-là, t'écoutais. T'ouvrais pas ton cul comme les gamins d'aujourd'hui qui connaissent tout, qui lisent des études scientifiques, qui pourraient même remettre en question ce que toi tu fais, tu vois. Donc à l'époque, t'écoutais. Et ce qui est bien, c'est que moi, dans le quartier dans lequel j'avais grandi, je traînais avec des gens plus vieux que moi, donc j'écoutais aussi. Donc j'ai reproduit ce que je faisais quand j'étais dans mon quartier, écouter les anciens pour absorber le savoir qu'ils avaient acquis pendant des années et après pouvoir l'essayer sur soi, tu vois. Et à l'époque, les mecs te vendaient pas des produits, fallait vraiment être adoubé et surtout t'entraîner dur, respecter une diète pendant un laps de temps assez long pour pouvoir avoir la chance qu'on t'encadre pour prendre des produits, tu vois. Donc ça veut dire que c'était pas comme aujourd'hui, le mec il fait une cure, il prend du Trenbolone direct, alors que Trenbolone c'est le produit injectable le plus suppressif, et que les mecs ils en prennent après plusieurs années de pratique du dopage, et surtout avant une compétition, pas pour faire une prise de masse parce qu'il pense qu'il va faire une prise de masse sèche, tu vois. Et donc après ça, je suis revenu à Paris parce que j'étais embauché chez The Source. Voilà. Ouais, j'étais embauché chez The Source. Donc The Source, ça a été une expérience incroyable parce que attaché de presse, c'est ça. Là, j'étais assistant du rédacteur en chef. Donc pour The Source, ouais. En The Source, c'est quoi? En hip-hop, ils font quoi? Ils font de la production? Non, ils écrivaient, c'est de la presse papier. C'est de la presse papier. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la presse papier. Je veux dire, aujourd'hui, on a tout vulgarisé en vidéo. Ouais. Avant, c'était de la presse papier. Fallait écrire. Donc moi, j'écrivais. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Rov, Booba, Joey Starr, voir des artistes américains. Rentrer vraiment dans un milieu qui était une passion pour moi, la musique, et découvrir vraiment l'envers du décor. Et quand tu vois l'envers du décor, bon, t'es souvent un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et donc, les 2 magazines ont fermé. Ouais. Et moi, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu crois? Non, parce qu'en fait, si tu veux, la licence, c'était une licence en fait que The Source prenait aux The Source américains, et l'année suivante, je crois que ça a duré 3 ans, ouais. Et après, le magazine américain a demandé beaucoup plus d'argent, donc les mecs se sont dit bon, laisse tomber. T'étais assistant, tu faisais les interviews des fois? Ouais, j'étais assistant du rédacteur en chef et j'ai interviewé Rov, j'ai interviewé à l'époque il y avait la compil Street Lourd avec le morceau En Mode qui était extraordinaire. Donc voilà, j'ai eu la chance d'interviewer des artistes. C'est pour ça qu'il a le niveau. Il a été professionnel dans l'interview. L'Europe qu'on connaît, en vérité, le très bon intervieweur, il a été formé dans une revue de hip-hop et de rap, c'est ça? Alors tu sais Fred, j'imagine que toi dans ta vie tu as dû faire des métiers qui sont peut-être peu reluisants pour la masse, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où
travailler, c'est devenu vulgaire. Les gens ne veulent plus faire des travails qui ne sont pas forcément valorisants pour leur ego. Alors que moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de faire certains métiers qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Tu as fait quoi comme métier? T'es passé parce que t'as été journaliste, mais tu devais avoir des métiers à côté, il fallait vivre, quoi. Alors, si tu veux, c'est que bon, moi, avant, j'étais un peu dans le business un peu illicite, un peu comme tout mec de banlieue, en vérité. Comme tout jeune qui a pas beaucoup d'argent. Comme tout jeune, quand tes parents n'ont pas d'argent à te donner, tu vas chercher l'argent où il y en a. Donc, dans un quartier où ils peuvent. Voilà, donc j'avais commencé comme ça, et mon seul vraiment premier travail, ça a été ça. Et donc, quand les 2 magazines ont fermé, moi, j'avais une de mes grandes sœurs qui était amie avec le directeur de Gestar France, la marque de vêtements Gestar. Et elle m'a dit, ouais, ils cherchent des vendeurs. Moi, j'avais jamais fait vendeur. Elle me dit, ah, tu sais, c'est bien payé. Et je me suis dit, allez, entre 2 boulots, pourquoi pas. Donc, je suis devenu vendeur à la boutique Gestar à Étienne Marcel. C'était une expérience extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, vraiment une expérience incroyable. Et là, c'est la première fois que je vais le dire. J'ai fait le con, j'ai volé. J'ai volé de la marchandise là-bas. Je me suis fait arrêter par des peintres. C'est extraordinaire cette histoire, parce que le stock n'était pas dans la boutique, donc il était dans une rue derrière. Des peintres en bâtiment ou... Ouais, des peintres. Donc en fait, les policiers étaient grimés en peintres. Et donc c'est surtout, je n'ai pas jugé la conséquence de mon acte, parce que c'est ma sœur qui m'avait trouvé du travail. Et en faisant ça, j'ai discrédité elle. Et en plus, moi, donc ça, c'est vraiment, s'il n'y a pas pire, en fait, tu vois, et t'imagines, le mec qui appelle ma sœur, ouais, tu sais ce qu'a fait ton frère. Donc, elle a eu confiance en toi. Ouais, elle a eu confiance et j'ai brisé sa confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été un poids pendant des années. C'était une erreur de jeunesse, je dois peut-être avoir 24 ans. Donc, pour vous dire que, voilà, bon, par chance, j'ai été déféré devant une juge d'application des peines, donc elle m'a pas mis en prison. Donc, mais par contre, ma sœur, après, n'a plus voulu me parler. Ma sœur, qui avait un réseau facile pour trouver du travail, elle a plus voulu me parler. J'ai fait limite une dépression à la suite de ça parce que je l'avais vraiment déçu. Et tu te rends compte en fait de ta bêtise une fois que tu en payes les conséquences. Je pense qu'on a tous été dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai perdu pied, j'ai fait limite une dépression. Je suis limite devenu SDF parce que je me suis... J'arrivais pas à me regarder dans une glace, toi. J'avais 25 ans, peut-être 25-26 ans. À cette époque, je faisais 120 kilos. J'étais très musclé, je faisais 120 kilos. Et j'avais un ami à moi qui m'a hébergé, Léon d'ailleurs, qui m'a hébergé, un mec qui avait 20 ans, tu vois, il m'a hébergé chez lui. J'étais sans domicile fixe, quoi. J'allais à droite à gauche, quoi. Je traînais à droite à gauche. Il m'a aidé et même il m'a dit, à l'époque, j'avais des vestes très larges que je remplissais. Au fur et à mesure du temps, j'avais plus l'envie de m'entraîner, j'avais plus l'envie de faire une diète, donc j'ai dû perdre 20, j'ai fondu comme neige au soleil. Et tu as dû changer de garde-robe. Oui, parce que j'avais déconnecté en fait, tu vois, parce que c'est vrai que c'est important quand tu es dans le bodybuilding, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir faire la diète, s'entraîner. J'étais plus dedans, je me mettais à fumer des joints comme un malade, vraiment j'étais en roue libre, quoi. Ça a duré comme ça pendant un an et demi, jusqu'à un moment, tu te dis voilà, ou bien tu sombres et tu te tires une balle, ou bien tu refais surface parce que j'avais déçu ma sœur, j'avais déçu ma mère également. Et en devenant comme ça, en me laissant aller, en devenant limite SDF, non seulement je les décevais encore plus, et en plus, j'étais en train de me noyer. Donc là, j'ai décidé d'y retourner, de reprendre du poil de la bête, de avoir confiance en moi. Donc j'ai fait des CV. Lettres de motivation, ce que font plus les jeunes aujourd'hui. J'ai fait le tour des intérims, j'ai fait le tour des boutiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de racisme envers les Noirs. J'ai une histoire assez intéressante. C'est quand je cherchais du travail avant, que j'en trouvais pas, j'y allais mal habillé, j'y allais avec l'ombre de la mort sur mon visage. Donc bien évidemment, je trouvais pas de travail. Et je criais au racisme comme tout noir et tout arabe qui n'arrive pas à passer, à avoir ce qu'il veut. La première des excuses, c'est ça. À partir du moment où je suis parti en costume cravate avec l'envie de réussir, ça a été totalement différent. Un jour, je vais dans une intérim à Bourse, c'était Manpower, un intérim par rapport au tertiaire. Donc il y a un mec qui est devant moi, il y a quelqu'un qui est devant moi avant, un Français, pas très bien habillé, il dit à la meuf, oui, je suis prêt à prendre n'importe quoi, je veux travailler. La meuf, elle dit, oui, je vous rappellerai, pour l'instant, j'ai rien. Et moi, quand j'arrive, je lui donne mon CV, elle me dit, vous êtes prêt à travailler dès demain parce que je suis venu bien présenter et j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donnez mon CV, elle m'a dit qu'elle avait des choses à me proposer direct. Et juste après, je suis parti dans une boutique Ekakes, on va dire, fier de la confiance que j'avais et que cette personne m'avait donnée par rapport à l'image que j'ai renvoyée et à ma tenue, à ma manière de m'exprimer. J'ai eu confiance et j'ai fait le tour des autres boutiques et j'ai trouvé directement un autre travail direct chez Ekakes, qui était la boutique, derrière la boutique Gestar d'ailleurs. Je suis devenu le meilleur vendeur.
Ils m'ont augmenté en... KKS, ils font quoi? Ils font des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des vêtements pour hommes également, mais c'est plutôt du moyenne gamme. Et donc, je suis devenu le meilleur vendeur, et voilà, et je suis revenu dans le game. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai travaillé chez KKS, j'avais perdu 20 kilos, et j'avais dit au mec avec qui je bossais, je dis là, je vais me remettre à la muscu, vous allez péter un câble, je vais devenir balèze, parce que à la base, je suis balèze. Le mec me dit ouais, donc j'avais renvoyé les produits, la totale, et en un mois, j'avais repris tous les kilos que j'avais perdus. Tu vois, et donc, j'étais redevenu moi, et voilà, tu vois, c'est hyper intéressant. Et en bossant dans ce magasin, tu vois, tu sais, des fois, j'avais fait des études, j'avais un bac plus 5 à la base, tu vois. Et quand tu fais des études, t'es pas censé te retrouver vendeur. Et un jour, je vois rentrer dans le magasin un mec avec qui j'étais à l'école. Je me suis caché parce que j'avais honte en le voyant, quand il allait me dire « Bah alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Et que lui, il allait me dire qu'il est brillant, et que moi, je lui dise « Bon, bah, moi, je suis vendeur, alors que j'ai un bac plus 5 et je devrais pas me retrouver. » Je me suis caché parce que j'avais honte. Et ça, c'est hyper important parce que on n'a pas à avoir honte de gagner sa vie, en fait. Bah j'avais volé, je me suis fait niquer. Je vendais un peu de drogue, je me suis fait niquer aussi à une époque. Ce qui a fait que je pouvais plus être en Seine-Saint-Denis, là où j'ai grandi, tu vois. Et là, j'avais honte de travailler honnêtement, par orgueil. C'est complètement débile, tu vois. Et donc, après ça, j'ai arrêté d'être vendeur. J'ai renoué avec ma sœur. Elle a fini par... parce que je lui ai prouvé que j'étais une bonne personne et que j'avais fait une erreur, voilà. Donc, on va dire que Dieu est miséricorde, et qu'on a l'image de Dieu. Eh bien, ma sœur a été miséricorde à mon égard. J'aurais peut-être pas été comme elle, aussi vertueuse si elle m'avait fait la même chose. Et donc, elle connaissait beaucoup de monde, ma sœur, parce qu'elle bossait avec les Guetta à l'époque, quand les Guetta étaient au top du top, David et Cathy. Et donc, elle m'a fait bosser en sécurité en boîte de nuit, donc dans les boîtes hyper branchées parisiennes. Et là, j'étais plutôt bien payé. Et c'est comme si j'étais payé pour sortir en boîte, en fait, tu vois. Et oui, donc là, c'était pas très risqué. Oh, mais pas du tout. T'étais payé pour discuter, quoi, tu vois. Et donc, je me suis mis à bosser dans le monde de la nuit. À l'époque, j'avais un pote à moi qui bossait à toutlanutrition.com, une boutique de nutrition. J'allais toujours le voir à la boutique et j'étais devenu pote avec les patrons. Et j'avais dit au patron, parce que pour moi, c'était le boulot rêvé pour un mec qui fait de la muscu, j'avais dit si un jour vous cherchez un vendeur, bah appelez-moi. Un jour, mon pote en question qui bossait là-bas fait un abandon de poste. Donc, les patrons, ils m'appellent, ouais, tu voulais bosser, voilà. Bah, donc, je me suis mis à bosser là-bas, toutlanutrition.com. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai tout appris sur les compléments alimentaires. J'ai parfait mon expérience que j'avais déjà acquise dans le monde du bodybuilding quand je m'entraînais à Atlantic Gym chez Frédéric Auchard, Georges Torelli. Et là, j'ai parfait mon éducation sur les compléments alimentaires grâce à ces magasins-là. Et en bout d'1 an et demi, je suis devenu responsable des magasins. Mais à côté, je travaillais encore en sécu. Je finissais mon boulot à 20h. Et le soir, t'allais bosser. Je rentrais chez moi, j'habitais à République, j'allais mettre un costume. Je prenais le métro, je bossais au Trocadéro. Et à l'époque, j'avais pas une thune, ce qui veut dire que je pouvais pas... Quelle boîte au Côte? Je bossais au Café de l'Homme. Le restaurant qui a vu sympa, là-bas. Ouais, c'est génial. En plus, je finissais à 2h du matin. Et donc, vu que j'avais pas assez d'argent pour me prêter BTC pour rentrer. J'étais pas venu te voir là-bas une fois. C'est possible, ouais. Oui, c'est possible aussi. C'est toi qui m'avais dit de Oui, venir. oui, c'est moi que t'as dit. Oui, je m'en de venir. souviens Oui, maintenant. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, oui, parce que tu t'entraînais Voilà. au Saint-Germain-des-Prés. Voilà. On s'entraînait à El City à l'époque. On s'était vu là, on s'est connus Tu là-bas. m'as dit, passe me Non, voir au on s'était- Café de l'Homme et je suis venu On manger. un s'était soir. connus là-bas, oui, puisque toi, à l'époque, tu mangeais que des bonnes viandes. Oui, voilà. Que des bonnes viandes. Et donc, à l'époque, j'avais pas d'argent pour me payer le VTC parce que je gagnais pas assez, j'avais un loyer à payer, tout ça, bref. Donc, je prenais un bus de nuit pour aller du Trocadéro aux Champs-Élysées. Après, je changeais de bus pour prendre un bus pour aller des Champs-Élysées à Châtelet. Et après, je changeais pour aller de Châtelet à République où j'habitais à Parmentier. Voilà. Et en faisant ça, je gagnais même pas 2000 € par mois en ayant 2 boulots. Donc moi, je sais ce que c'est manger son pain noir et je sais, il y a un adage qui dit la réussite aime l'effort. Je sais ce que c'est aussi. Je sais ce que c'est que ne pas manger de viande pendant plusieurs années et ne pas pouvoir se chauffer l'hiver Tu vois, donc pour travailler. si tu et veux, travailler et gagner quasiment rien, quoi. ce que tu veux, je pense que c'est intéressant dans la vie d'un être humain, quel qu'il soit, de savoir ce que c'est la valeur du travail et de savoir ce que c'est se réveiller tôt, la galère de prendre des bus de nuit, de prendre le métro, la galère même de marcher à pied pour faire d'un point A à d'un point B. C'est hyper important pour savoir la chance que toi, tu as aujourd'hui en étant le plus grand auteur dans notre domaine mondial et moi, la chance que j'ai aujourd'hui de faire ce que je fais. Mais alors, et le coaching et le diplôme de muscu, Alors ça, c'est arrivé comment? Parce alors que ça, là, c'est notre t'étais, étape. Muscu loisir, mais quand même, tu bossais dans la muscu, tu vendais des pots de protéines, des acides aminés, plus de la sécurité. Mais quand est-ce que tu t'es mis au coaching et avoir le diplôme? Parce qu'en France, il faut un diplôme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Des fois, il y a des choses qui viennent à toi sans préméditer ce qui se passe, quoi. Alors, quand je bossais dans la presse spécialisée hip-hop, j'avais interviewé un artiste qui s'appelait James Ismad, avec qui on est devenus potes sur l'instant, mais on n'échangeait pas ensemble, mais bon, on avait eu un bon feeling.
Teufa, qui était l'un des plus gros producteurs de hip-hop à l'époque, qui produisait Diams, Cynic, pour ne citer que, j'avais un projet à lui proposer de faire une web réalité sur YouTube, au début de YouTube, pour montrer comment un label de musique crée un artiste qui marche. Ah, j'avais déjà le je veux interviewer les gens, voilà, montrer la vie des gens, c'est ça, tout à fait. l'envers du décor. C'est ça, tout à fait, mais plus dans la musique, dans le domaine que j'aimais, dans lequel j'avais travaillé. Donc Teufa, c'est un mec hyper busy, donc on s'est couru après pendant pratiquement 1 an, et un jour, à l'époque j'habitais à Porte-Maillot, un soir, on s'envoie un message, il me dit t'es où? Je dis je suis à Porte-Maillot, il me dit passe au studio. Son studio était dans le 8e, donc je passe au studio. Après pratiquement 1 an et demi à se tourner autour. Donc je passe au studio, je lui parle de mon projet, il me dit ouais, mortel, blablabla. Il me dit ouais, toi t'es dans la muscu, mon artiste il est gros, faut qu'il perde du poids pour sortir son album. James Ismad en question, que j'avais interviewé. Donc je dis ah bah mortel, je me souviens de lui. James il vient, donc on se revoit, comment tu vas frérot, blablabla. Et moi je lui dis, j'avais jamais coaché personne, je lui dis bon bah, bien évidemment, je peux lui faire perdre du poids. Donc je l'avais pas fait payer. Je lui ai fait perdre 40 kilos en 3 mois. C'est un truc de ouf. Et c'est ses potes, à James, c'est un mec de Bondy, qui ont dit ouais mais ton coach c'est le Transformer et tout. Donc c'est eux qui ont trouvé mon nom, Rob Transformer. Ah d'accord. Il était managé par le manager Abouba, Mathéos, à qui j'ai fait perdre également 30 à 40 kilos en 3 mois. Et après c'est eux qui m'ont ramené leur entourage proche. Quand les gens ont vu comment ils sont transformés, ils disaient c'est mon coach Rob Transformer qui m'a transformé. Donc si tu as envie qu'il te coach, voilà. Et à l'époque, je faisais des programmes à distance que je faisais payer une bouchée de pain parce que je savais pas combien ça prenait un coach. Et j'avais 2 amis à moi, Barry et Saïdou, Barry à qui je faisais de la sécu. C'était des amis à Booba le chanteur, vraiment les close friends quoi. Tu vois. Et Booba habitant à Boulogne, il y avait un fitness park à Vélizy, à côté de Boulogne. Donc Barry et Saïdou s'entraînaient là-bas, ils sont devenus très amis avec Charlène, la personne qui s'occupait des ouvertures de tous les fitness parks. Elle était fan de Booba. Et quand elle a vu que Barry Saïdou était pote avec Booba, ça a matché. Barry Saïdou l'ont fait aller dans des concerts, dans les loges, voilà. Et ils sont devenus très très amis. Et quand le fitness park de République a ouvert, moi j'habitais à Avenue de la République. Donc un jour, Barry Saïdou allait la voir à République. Ils m'ont dit oui, viens, on a quelqu'un de présenté, blablabla. Donc j'y vais, c'était pendant la préouverture. Donc les préouvertures à fitness park, ils te mettent un camion, à l'époque ils mettaient un camion devant le club et ils prospectaient pour faire de la préinscription avant, tu vois. Et tu payais beaucoup moins cher. Je crois que tu payais 19 € les premiers mois, bref. Et donc, vu que moi je gérais 3 boutiques de nutrition, si tu parrainais quelqu'un, tu gagnais, si je te parrainais, par exemple, je gagnais 1 mois gratuit. Donc, si je parrainais Ludo, je gagnais, plus toi, 2 mois gratuits. Donc, en tant que bon crevard… 12 personnes, t'as 1 an. T'as 1 an gratuit. Donc, en tant que bon crevard, moi, je lui ai fait de la pub à mort. J'ai dû lui ramener plus de 300 personnes. Et pour me remercier, vu qu'elle savait que je commençais à coacher, et qu'elle était fan de hip-hop, tu vois, et qu'elle savait que moi, j'ai bossé en ce milieu-là, donc on est devenus très amis, elle avait mis ma photo dans la salle avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et dès que quelqu'un voulait un coach, elle donnait ma carte. Alors que j'étais pas diplômé, tu vois. Et donc, si tu veux, moi, ça m'est tombé dessus. Et petit à petit, quand j'ai commencé à avoir trop de clients, j'ai fait une rupture de contrat conventionnel à toute-la-nutrition.com pour faire mon métier de coach. Mais si tu veux, moi, le problème, c'est que j'ai commencé avec une activité où je bossais déjà beaucoup. J'étais le premier coach à Fitness Park. J'étais le premier. Diplôme. Sans diplôme. J'étais le premier. Parce que Fitness Park, à la base, c'était du libre service. C'était une salle où, voilà, tu venais, t'entraînais. Oui, il n'y avait pas de prof. Il n'y avait pas de prof. Donc, si tu veux, moi, j'étais le premier. C'est moi qui ai créé un marché, c'est moi qui ai créé un business, c'est moi qui ai donné envie à des gens de devenir coach. Et plusieurs années après, Fitness Park a changé de nom. C'est devenu Montana. Et à l'époque de Montana, les mecs qui ont repris, ils ont voulu légiférer et demander le diplôme des coachs qui bossaient là-bas et ceux qui n'étaient pas et afficher le diplôme des coachs, comme dans les salles classiques comme Leclerc par exemple. Oui, il devait avoir quand même des problèmes avec l'État parce que l'État commençait à se mettre dedans et à imposer… Et moi, si tu veux, le patron de Fitness Park m'a fait un abonnement à vie gratuit. Pourquoi ? Il faut savoir qu'à la salle, à partir d'une certaine heure, tu as simplement un mec de sécu. La salle est ouverte 24/24, mais tu as des gens à l'accueil, des commerciaux de 9h à 21h. Donc le samedi soir, donc il était 22h par là, un de mes clients parlait avec une copine à lui à côté d'une machine, d'une machine à abduction. Donc ils ont parlé pendant une heure ou un peu plus. Et la nana vient me voir, elle me dit quand je suis arrivé, avant que je parle avec ton client, il y avait un mec qui était adossé sur la machine comme ça. Et je me rends compte que j'ai fait ma séance, j'ai parlé avec ton pote et il est encore là comme ça, sans bouger. Donc je vais le voir, le mec, c'était un monsieur, et il n'arrive pas à parler, il est comme figé. Donc je l'assois. AVC, Ricardi. Il n'arrive pas à parler, donc je demande à un mec balèze de la salle de m'aider à le porter, parce qu'il y avait une salle où il y avait de la clim. Je dis au mec de sécurité d'appeler les pompiers, c'était un blédard, il comprenait rien, il a rigolé. Moi j'appelle les pompiers, je vais lui chercher un coca, je lui donne le coca.
Le temps que les pompiers arrivent, le mec se remet un peu. Il me dit, je suis médecin, je suis diabétique. Ah. Là, j'étais en train de faire un coma hypoglycémique et les pompiers m'ont dit que si j'avais pas fait ça, il serait mort, le mec. Ah, t'as apporté du sucre. J'ai apporté du sucre, mais il serait mort. Et donc la salle aurait fermé. Et quand le patron, le big boss a su ça, il m'a fait un abonnement parce qu'il m'a dit que si t'avais pas fait ça, la salle, elle aurait fermé. Oui. Elle aurait le fermé. cerveau se retrouve sans sucre. Elle aurait fermé. Et le mec aurait passé là-bas comme ça toute la nuit, tu vois. Voilà. Donc, moi, même si j'étais pas diplômé, j'ai permis à ce que cette salle elle reste ouverte par rapport à mon acte théorique. Moi, acte théorique ou pas, mais cas, c'est un acte civique. Et en tant que coach de la salle, parce que j'étais le seul coach, donc c'est normal que j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, quand Montana a voulu légiférer, vu que j'étais le taulier du club, les personnes qui étaient entre 2011 et 2017 le savent, c'est factuel, comme dirait Thierry Taché. J'étais le taulier de ce club. Et donc, il voulait me faire un contrat pro. Mais moi, par orgueil, vu que j'étais le coach de la salle, et les gens ne savaient pas forcément que j'avais pas de diplôme, je ne vais pas me retrouver avec un t-shirt Fitness Park et tourner et ranger les poids, tu vois. Donc, Freeness avait ouvert Boulevard Voltaire. Moi, un de mes clients était déjà là-bas, il était bien que le directeur. Donc moi, je pars voir le directeur, je dis voilà, j'ai beaucoup de clients, est-ce que je peux les faire venir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc tous les clients que j'ai pas pu ramener, j'ai fait travailler un mec qui était en galère, qui avait rien, qui m'envoyait des messages. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux me passer des clients, blabla. Le mec, je lui ai dit, écoute, c'est un mec plutôt beau gosse, musclé. Je lui ai dit, tu vas coacher mes clients, je te paye 20 € de l'heure. Ça te permettra d'avoir de la visibilité et après, tu pourras prendre le double, voire le triple. Ce qui s'est passé, c'est que ni une ni deux, il a fini au bout de quelques temps de devenir le taulier du club et de prendre 50 € minimum la séance et de gagner. Mais le mec, maintenant, il a des montres en or, il a des baskets de marque. Je veux dire, c'est passé d'un clodo à un rappeur américain, le mec, tu vois. Et moi, à Freeness, vu que j'avais un peu moins de clients, j'ai commencé à développer mes réseaux sociaux, j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube et c'est là où je suis devenu The Rob. Et t'avais quel âge? Et j'avais, c'était il y a 5 ans, j'ai peut-être à 36, 37 peut-être, tu vois. Non, ouais, 37, 37, donc 38. tu as commencé à vraiment percer. Alors, t'avais quand même, t'étais dans le milieu, Oui. t'avais une vitesse de croisière, mais classique, quoi. Et donc t'as explosé à... Bon, en fait, si tu veux, moi, je bossais déjà énormément. Je bossais 10 heures par jour facile. Je faisais déjà, je bossais de ouf déjà. Mais les réseaux sociaux, ça m'a permis d'avoir un turnover et de montrer, on va dire, entre guillemets, au monde, ce que j'étais par rapport aux gens que je voyais régulièrement de mon petit cercle, tu vois. Donc ça m'a permis de m'élargir et d'être aujourd'hui l'une des personnes les plus influentes de ce milieu parce que je parle d'un sujet, je fais de la prévention sur le dopage, je vais là où personne ne va. Donc c'est intéressant. En plus, agréable, on voit que tu as derrière tout le boulot de... toute ta jeunesse. Absolument. Ah oui, absolument. Tu connais les salles de gym. Ouais. Ah oui, total. En fait, si tu veux, moi, j'ai la chance d'avoir une vraie expertise dans mon milieu parce que j'ai été le premier coach de la première salle low cost dans Paris. Tu connais le journalisme. Je connais le journalisme. Tu sais comment parler aux gens, comment les interviewer. Et tu sais, ce qui est assez intéressant dans la vie, ce qui est extraordinaire, tu vois, ce qui est incroyable, c'est que des personnes ont comploté pour que je me barre de Fitness Park parce que j'ai la jalousie française. La jalousie française. Je connais. Et Fitness Park m'a rappelé, grâce à Spartan Chris, mon ami, mon frérot. Tu vois, dans ce milieu, il y a des gens bien. Chris, il y a des coachs qui en font partie, tu vois, et Wally, mon pote Bilal qu'aux États-Unis. Je veux dire, il y a une ribambelle de coachs où je sais, par exemple, moi, j'ai des clients qui ont besoin de coach de boxe. Ben, je peux leur conseiller un pote à moi qui est coach sans me dire, je vais le conseiller à quelqu'un d'autre, il peut me prendre un client. Bah non, parce que nous faisons un métier de service. Donc si tu ne peux pas avoir une compétence pour ton client, ta compétence, c'est lui trouver quelqu'un de compétent. C'est ça qui valorise ton travail. Donc Chris m'a fait revenir pour aller voir les coachs et leur dire que maintenant, il faut payer un loyer pour pouvoir coacher là-bas. Et si tu n'es pas diplômé comme je l'étais, faut que tu partes. Franchement, tu sais quoi? Là, je peux dire, tu boucles la boucle en fait, tu vois. C'est comme si l'histoire que j'avais avec Fitness Park, je la terminais avec un bel happy end. Donc voilà, entre les deux confinements, j'ai bossé avec Fitness Park pendant 3 mois parce qu'ils ont légiféré, voilà, ils ont fait payer des loyers aux coachs et enlever les personnes qui ne sont pas diplômées ou celles diplômées qui ne veulent pas payer de loyer. Et donc après, quand le deuxième confinement est arrivé, malheureusement, ils allaient reconduire mon contrat. Deuxième confinement est arrivé, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, je bosse avec Honor, qui pour moi est la salle de fitness low cost et de bodybuilding qui pour moi est le plus dans le vrai en termes de qualité de machine, en termes de code couleur. On va dire que c'est vraiment du dernier cri, quoi. On rentre dans un autre monde. On va dire que là, en 2022, tu as des gens
qui ont matérialisé tout ce que nous, on aurait aimé avoir depuis des décennies. Ouais, c'est une très très bonne salle. En salle de sport, ils l'ont matérialisé. C'est comme si ils avaient pris tous nos rêves en tant que nous passionnés et historiens de notre sport, entre guillemets, parce qu'on a vu des époques passées dans un club de sport, donc c'est extraordinaire. Mais malheureusement, le consommateur aujourd'hui qui est né en 2000, bah lui, pour lui, c'est pas un truc de ouf parce qu'il est né avec des salles à 29 € équipées en techno et en hammer qui sont ouvertes de 6h à 23h, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Là, je rigole parce qu'il y en a qui sont en banlieue aussi. Ouais. Et alors en banlieue, pour calmer la banlieue, bah, pendant le Covid, ils ont fermé tout, mais Paris était fermé, on ne pouvait plus rien faire. Et les salles de gym, dont Honor était ouvert. étaient ouvertes, alors que normalement c'est interdit. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait les mecs de banlieue qui venaient, mais aussi toute la police. Oui, absolument. T'avais les mecs de... Absolument, totalement. T'avais les mecs des banlieues qui venaient parce qu'il fallait qu'ils s'entraînent, autrement ils pétaient un câble. Et t'avais la police qui venait s'entraîner, donc les mecs de la BAC, tous les services qui venaient s'entraîner à Honor. C'était un grand gag en Absolument, vérité. ouais. Et Paris, les mecs, ils pouvaient rien faire, ils étaient cloîtrés chez eux. C'était une horreur. Et la banlieue était libre. Ouais, totalement. Ouais. C'était un gag. Moi, je l'ai vécu. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? C'est pas possible. Tu vois, je me souviens, avant que le confinement arrive... Oui, je me souviens. T'as pété un câble. Moi, il faut que je parte. Non, mais avant que le confinement arrive, dans la salle dans laquelle je travaille, Freeness, t'as un mec, un coach qui me dit, ouais, parce que tu vois, bon... tu sais, ce truc à la française, de haineux, de gens qui veulent te voir dans la mer. Il me disait, ouais, mais si ça tu ferme... ne peux pas monter, mais si, non, si fais tomber celui qui est au-dessus de toi. C'est ça, c'est bien dit, c'est très bien, c'est très... Donc il me dit, ouais, mais si ça ferme, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que bon, vu que lui était salarié, tu sais, le petit salarié qui va toucher ses indemnités, qu'est-ce que tu vas faire si ça ferme, blablabla, blablabla. Non, bah, j'ai envie de dire, écoute, tu sais quoi, t'inquiète pas pour moi, l'important dans la vie, l'inconnu, il n'y a rien de mieux dans la vie, l'inconnu. Ne pas savoir ce qui va se passer demain et que si t'arrives une galère, c'est là où tu dois t'adapter. Il n'y a pas mieux, tout le monde veut tout prévoir. Il ne faut rien, justement, le secret, c'est de rien prévoir et de t'adapter une fois qu'il se passe quelque chose que t'as pas prévu. Voilà. Et donc, premier confinement, à 23h, je suis en train de manger, t'as un mec à côté de moi avec sa meuf, il est au téléphone. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? À partir de minuit, tout ferme. Je dis, mais quoi ? Il me dit, le Premier ministre a dit que ce soir, samedi, à partir de minuit, tout ferme, on est en confinement. Ok, j'envoie un message à mon pote Chris, je te passe le bonjour, qui habite à Pattaya. Je lui dis, je prends un billet ce soir, demain, je suis à Pattaya, tu m'envoies une voiture à Bangkok pour venir me chercher, je t'envoie un screen de l'arrivée de mon avion. Voilà, je suis parti le dimanche direct et pendant 3 mois, j'ai vécu ma meilleure life. Putain, ma meilleure vie. J'ai vécu ma meilleure vie. C'est que je connais qui sont partis pour éviter le Covid en Thaïlande. Après, ils ont confiné également là-bas, ils ont confiné. Ouais. Mais ils y sont restés, les mecs. Ils veulent plus revenir. Ah bah évidemment. Ils veulent plus revenir. Et donc, quand je suis revenu, je suis revenu quand c'était plus confiné, et le deuxième confinement arrive. Et là, j'ai un dilemme. Je me dis, où est-ce que je fuis encore une fois ? Parce que moi, j'aurais pu partir bosser à Dubaï, parce que j'ai beaucoup de connexions là-bas. Ou bien je me dis, bon, tu sais quoi ? Tu vas faire comme John Rambo, tu vas affronter mon pote. Tu vas sortir ton couteau, tu vas l'aiguiser, tu vas mettre ton bandeau sur la tête, tu vas te laisser pousser les cheveux. Bon, j'aurais bien aimé, mais j'en ai plus. Mais tu vas y aller, frérot. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai usé de mon réseau. Je lui dis, Warren, t'es dans l'immobilier, je cherche quelque chose, nanani, nanana, pour faire une salle. Il me dit, j'ai peut-être un truc, je vois. Il me rappelle après, il m'envoie des photos, il me dit voilà, j'ai un truc, mais c'est un appartement, donc faudrait que tu le prennes avec quelqu'un d'autre et tout. Je dis mais je lâche mon appartement, j'habite dedans, je fais une salle de sport dedans. Donc il voit que son associé, je le rencontre, bon le mec me connaît pas. Tu vois. Après quand les gens ne te connaissent pas, ils peuvent avoir, tu sais, t'as toujours cet a priori. À cause des médias, à cause de ça, à cause du système français qui fait que si un mec rentre dans ton appart et qui t'encule, tu peux rien faire. Donc, t'as du mal à tendre la main à quelqu'un à qui tu devrais tendre la main. Donc, moi, je lui dis, écoute, on va pas se prendre la tête. Moi, il y a une chose qui parle, c'est les pépettes. Je te donne 1 an de loyer d'un coup, comme ça, on se prend pas la tête, et comme ça, après, on voit. Je lui paye 1 an de loyer. Au bout de 2-3 mois, tu sais, le mec, il voit qui je suis sur les réseaux, il voit ce que je fais, et il me dit putain, mais c'est trop bien ce que tu fais. Et le mec, il m'a la bonne, parce que moi, je suis un mec sérieux. Et donc là, j'ai réussi à sauver mon business, j'ai réussi à sauver ma famille, parce que je suis père de famille. Donc si je coule. Oui, parce qu'entre-temps, il faut bien dire que tu as eu des enfants. J'ai 2 enfants, tu vois. Je suis plus avec leur mère, bon, ça c'est la vie, mais bon, j'ai 2 enfants. Grave. Donc le truc, c'est que. C'est le principal. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Quand on s'est séparés de moi, quand elle m'a quitté, parce que j'avais déconné. Les hommes sont cons, à partir de la 3e fois, c'est fini. Bref, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube
juste pour avoir un challenge, parce que tu vois, quand quelqu'un se sépare de toi après une longue relation parce que tu as déconné, c'est comme quand j'avais volé avec ma sœur, c'est là où tu te rends compte de tes erreurs et c'est là où ça te fait du mal et c'est comme disent les alcooliques anonymes, tu as un moment de lucidité, tu vois. Et ouais, c'est là que tu souffres du manque de la personne qui t'aimait et que tu as déçu. Bref. Et donc je me suis dit, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais m'investir dans quelque chose pour lui prouver que je suis pas un tocard, tu vois. Et aujourd'hui, après 3 ans qu'on n'est plus ensemble, mais je me dis, mais si elle m'avait pas quitté, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce putain d'adage, il est vrai, bordel de merde. Toutes ces phrases débiles, eh ben, elles ont un sens quand ça se passe dans ta vie. Et c'est quand j'ai fait mon activité, mon home rob, non seulement j'ai sauvé mon business, j'ai permis également à des gens de pouvoir s'entraîner, de garder un physique optimal et même de ressortir avec un meilleur physique après le confinement. J'ai permis à mes enfants de se nourrir aussi. Et entre le premier confinement et aujourd'hui, j'ai plusieurs sponsors. T'as qui comme sponsor? J'ai Naturaforce, qui est une marque que produits de santé. J'ai Sync, qui est la meilleure marque de protéines véganes. Je le dis souvent, il y a d'autres marques de protéines véganes qui sont très bonnes au niveau de la qualité, mais pas au niveau du goût. Et Sync, c'est comme un homme et une femme. Le goût et la qualité, c'est Sync. Et MyProtein pour les vêtements, voilà, ça c'est cadeau. Ça coûte avec mon code promo The Rob. Tu peux acheter une t-shirt à 3 balles, donc voilà. Donc en fait, moi je peux dire que mon histoire, j'ai eu des galères. En fait, c'est quand tu regardes dans le rétro, à un moment que tu te dis que quand tu vis ton truc, tu t'adaptes en fait. T'as une chaîne à combien de vues? Là, j'ai... Pas combien de vues? Combien de followers? J'ai 110 000 abonnés pour ceux... Alors j'explique, parce que 110 000 abonnés, ok, ça paraît pas monstrueux, mais c'est le nombre de vues sur ces vidéos qui est paradoxal. Je fais à peu près 400 000 vues des fois dans certaines vidéos. Des fois, genre... En fait, tu veux, t'as vu, toi, t'es sur YouTube également, des fois... En fait, faut pas se prendre la tête sur les chiffres. Des fois, t'as des vidéos qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. L'important, c'est que tu crées du contenu, que les gens qui t'écoutent ont envie de t'écouter. Et surtout, ce qui est intéressant, quand les chiffres sont moins bons, ça te remet en question. Donc, ça te permet également de te dire, ça, ce sujet n'a pas forcément plu. Et il faut peut-être que je parle d'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes dans le rétro et quand tu fais tout ce que tu fais, c'est par le regard des autres que tu te rends compte que tu as avancé. Moi, je me rends compte que j'ai avancé parce que les autres me le disent. Mais tu sais, toi, tu as vendu 5 millions de livres. Pour des gens, ça va être peut-être beaucoup, mais toi, ta référence, aujourd'hui, c'est peut-être la Bible. Tu te dis peut-être qu'il faut que je vende autant que la Bible pour être quelqu'un qui, à mes yeux, soit bon. Et moi, aujourd'hui, même si j'ai réussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se donner des objectifs à court terme sur le long terme. Chaque année, il faut évoluer. Je peux me dire que l'année du premier confinement, j'ai réussi à faire ma salle de coaching privé. Celle où on est là. Celle où on est là. Au terme de cette année-là, j'ai dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube. En 2022, j'ai plus de sponsors qu'en 2021. Aujourd'hui, on a des projets également ensemble. J'ai d'autres projets également qui arrivent. Donc, voilà, même si les gens moi, je trouve que le pire, c'est de ne pas avancer. Même si tu avances d'une marche. Et en plus, tu te diversifies pas mal. Oui, absolument. L'avantage, je trouve ce qui est bien dans ta chaîne vidéo, parce que la plupart des gens qui vont te voir te connaissent, mais il y en a certains qui ne te connaissent pas non plus. Donc, c'est qu'elle parle de muscu, mais pas que. C'est que tu commences à interviewer beaucoup plus large. Et j'ai vu une des meilleures interviews, c'était l'interview du gars qui avait arnaqué Grégory Zaoui. Ouais. Grégory Zaoui. Ouais. À la taxe carbone. Ouais, absolument. Et ils avaient fait à peu près l'équivalent, l'interviewant, sur Netflix, c'est bien ça? D'accord, oui. Et l'interview qu'ils avaient fait de lui sur Netflix était 10 fois moins bon que l'interview que tu as fait et qui était une interview où le mec se lâchait, où il ouvrait son cœur. Il ouvrait avec j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça. Et il disait vraiment tout ce qui s'est passé et c'était vraiment extrêmement intéressant sur le fonctionnement. Alors, tu sais, ce qui est... Nous, on a la chance, toi, tu es plus vieux que moi, mais moi, je viens d'une époque où on était cinéphile, on était fan de musique, on lisait des livres, même si on n'était pas non plus des grands littéraires, mais on a quand même lu des livres, on en lit encore aujourd'hui. On s'intéressait à la politique, même si on n'était pas, on faisait pas des meetings, mais on s'intéressait au monde qui nous entoure. Les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, la seule chose qui les intéresse, c'est de consommer, de consommer et de s'exhiber. Après, pas tous, mais on peut dire grande majorité. Et moi, sur ma chaîne, ce qui me désole, c'est quand je vois des mecs, que je ne vais pas citer, qui sont des grands noms du fitness, et qui ne parlent que d'entraînement et de diète, mais t'as que ça dans ta putain de vie. Tu vois, Thibaut InShape, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais lui,
Il fait plein. Non, mais tu te rends compte que ce mec-là, il est hyper riche, en fait. Parce que, ouais, à un moment, t'as d'autres trucs qui t'intéressent dans la vie que la muscu, et t'as peut-être également envie de partager et de permettre, vu que t'as une audience, de faire partager aux gens également des choses qui t'intéressent et qui leur permettre de s'enrichir également. Thibaut InShape, il fait tout. Il fait tout, mais c'est extraordinaire. Et moi, sur ma chaîne, tu sais, quand j'ai fait la vidéo avec Papacito, un ami m'a dit, oui, tu es pas rentré dedans, tu l'as laissé s'exprimer. Non, mais comme tu l'as dit dans ton intro, moi, mon but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise. Mon but, c'est pas de prendre les gens au dépourvu ou de les ramener dans un guet-apens. Mon but, c'est que la pensée que tu as qui fait que tu es intéressant auprès des gens qui t'écoutent, c'est ça que tu dois exprimer quand tu es avec moi. Comme le faisait Jean-Luc Delarue à la grande époque. Mais nous, on a eu la chance, Fred, d'avoir des gens comme Jean-Luc Delarue, mais ça se discute. C'est ce mec-là, mais moi qui fais de l'interview. C'est ce que je dis aussi. Je dis ça à ma copine. J'ai dit, tu ne l'as pas connu, elle ne le connaît pas. Elle dit, c'est Jean-Luc Delarue qui a lancé ça, c'est l'intervieweur qui n'est pas dans le jugement. Absolument, c'est ça. Qui écoute les autres, qui se dévoilent, qui expliquent leur vie, les causes, pourquoi ils sont devenus comme ça, quel est leur problème. Et il est toujours droit, c'est-à-dire il ne juge pas, il ne cherche pas le clash. Ouais. La bienveillance, c'est ce qui manque. Et pourquoi j'ai voulu t'interroger, c'est parce que tu es bienveillant. Et ça change des connards qui clashent. Tu sais, si tu veux, je pense que on est là quand même pour permettre aux gens de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et après, on n'est pas dans l'ère de la pensée unique. J'ai le droit de ne pas être en accord avec ce que disent certaines personnes. Par exemple, j'avais fait une vidéo où j'avais critiqué ce que faisait Nassim sur un programme où il disait qu'il avait lancé une méthode pour coacher sans diplôme. Et il m'a répondu pour venir donner sa version des faits. Et ça, c'est extra. Tu vois, rien que ça, je me dis que ça avance parce que à partir du moment où des gens qui sont pas d'accord peuvent se mettre côte à côte et que la personne est assez intelligente pour dire « Ok, t'es pas d'accord avec moi, tu sais quoi ? Permets-moi de venir sur ta chaîne et donner mon point de vue et on va échanger. » Et même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On a des sujets qui nous divisent, mais il y a également des sujets qui nous rassemblent, comme l'envie que les gens s'améliorent, que ce soit dans la formation, l'envie que les gens aient la formation la plus précise possible, comme tu le fais. Donc en fait, c'est ça qui est important. Et Nassim, il a eu une démarche où là, et pour moi, je l'ai dit, cette vidéo-là, ça a été un tournant. Maintenant que tu nous as expliqué d'où tu étais venu, quel est ton parcours pour devenir The Rob, que tout le monde connaît, en tout cas les vrais, dis-moi quels sont tes projets, quel est ton rêve pour plus tard, qu'est-ce que tu cibles maintenant ? Alors, moi, franchement, ce que je cible, même si j'en suis déjà assez proche, c'est de me rapprocher encore plus de Dieu. Parce que je pense que Dieu a créé chaque être humain sur cette terre, chaque petite poussière, tout ce qui nous entoure est la création du Seigneur. Donc pour moi, la personne que j'envie le plus, c'est la personne qui est proche de Dieu à un tel point que avoir une belle montre, avoir une belle voiture, tout ce truc-là, de l'image, du paraître ne l'intéresse plus. Et je commence vraiment à me désintéresser de tout ça. Maintenant, je porte simplement des vêtements de mon sponsor, pour te dire. Quand on fait ce qu'on aime, en général, on n'en a rien à foutre de paraître. Et surtout, bien élever mes enfants, vu que j'ai 2 garçons, que ce soit des hommes droits, des hommes qui respectent les femmes, des hommes qui respectent les hommes, des hommes qui respectent l'écologie, qui fassent des grandes études, qui soient des bons citoyens du monde et qu'ils aient une bonne famille, parce que l'avenir de notre monde, c'est nos enfants. Donc on se doit de bien les élever. Toi également, tu as un fils, donc tu sais ce que c'est. Et oui, et si j'arrive déjà à faire ça, parce que si tu veux, on a mis tellement d'importance à être quelqu'un ici, qu'on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour y arriver, marcher sur les gens, faire des choses débiles sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un mec qui est devenu connu sur TikTok en faisant ça, un autre qui est devenu connu en bougeant les épaules. Je veux dire, il y a des gens qui sont connus, les gens les plus connus, même sur YouTube, c'est des gens qui font des mecs de 40 ans qui font des blagues débiles pour des gamins de 12 ans, des mecs qui font des caméras cachées de merde, après ça devient des égéries pour des marques de luxe. Donc tout est devenu pipé, des meufs qui faisaient les putes sont devenus des modèles de réussite pour les femmes et même pour les hommes. Donc je pense qu'il faut être en quête de spiritualité, et cette spiritualité peut te permettre de réussir tout ce que tu entreprends. Et oui, moi en termes professionnels, faire des conférences, des projets de documentaires, de livres, faire une marque de complément, mais en tout cas faire un complément avec une marque avec laquelle je travaille. Voilà, et toujours essayer de partager avec les gens. Si j'ai une personne, grâce à mes vidéos, qui passe à côté du dopage, je peux dire que j'ai réussi ma vie, parce que c'est l'enfant de quelqu'un
c'est le fils de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Et donc, c'est une personne, si elle part comme Matteo est parti, elle peut faire du mal à une foule de personnes autour d'elle. Matteo, c'est le petit gars qui s'est tué en prenant des produits dangereux. En prenant du DNP. Alors, si tu veux, moi, je parle du dopage avec des gens qui sont du milieu, qu'en prennent. Moi, j'en prends également. Je suis du milieu. Je sais pourquoi on en prend. Et les personnes qui viennent intervenir, qui ont le courage de dire les choses, disent la vérité sans se mentir à eux-mêmes et sans mentir aux gens qui les écoutent et qui nous regardent. Et ça, c'est extraordinaire. Et je peux vraiment être fier de ça. Matteo, c'est vraiment l'exemple même de comment les médias vont traiter le dopage à la télé. Avec l'histoire de Matteo, les gens comme moi, ou les gens qui pratiquent le dopage, vont dire, bon, bah, ce mec-là, il est mort parce qu'il est débile, parce qu'il prend un produit que nous, on ne prendrait pas. Donc ça va nous conforter, nous, pratiquants et utilisateurs, qu'on fait mieux que les autres. Et quand les autres tombent, bah, c'est parce que c'était déjà couru d'avance, quoi, tu vois. Et quand on voit l'hécatombe qu'il y a dans le monde du bodybuilding actuel, toutes les personnes qui sont mortes, il y avait des signaux avant, tu vois. Je veux dire, tous les mecs Sean Roden, Joe Midden, tous ces mecs, personnes qui sont mortes, il y a eu des signaux avant, quoi. Quand tu meurs dans ce milieu, t'as quand même eu plusieurs signaux qui t'ont dit que moi, par exemple, j'avais de la polyglobulie, mon médecin m'a dit qu'il fallait arrêter, j'ai pas continué. Voilà. Et si j'avais continué, et encore, j'étais pas au niveau de ces mecs-là, mais si j'avais continué, qu'est-ce qui se serait passé? Je vais pas mourir et enlever un père à mes enfants, tout ça pour ça. Je veux dire, à un moment, et si personne n'en parle, moi, ce qui me déçoit énormément dans les gens qui consomment le fitness sur YouTube, c'est qu'ils donnent du crédit, ils bouffent les couilles à des gens qui sont simplement des gens égoïstes et qui ont trouvé un moyen de gagner de l'argent. Ça aurait pu être autre chose. Ils ont trouvé celui-là. Voilà. Mais moi, voilà, je fais des vidéos où j'ai fait une vidéo avec un transsexuel. Bah, c'est une vidéo qui n'a pas forcément marché. J'ai fait une vidéo avec une nana qui est coach sportive et qui porte le niqab et qui n'a pas forcément envie de se sexualiser par rapport à son métier. Et il y a beaucoup de filles également qui n'ont pas envie de se sexualiser. Donc, c'est une voie pour des femmes qui n'ont pas envie d'avoir des leggings Gymshark et des brassières où on les voit à demi-nus. Qui veulent juste être en forme et pas séduire pendant qu'elles s'entraînent. Absolument. J'ai fait une vidéo avec un jeune qui a subi le harcèlement scolaire. Moi, j'ai des enfants. Si on harcèle mes enfants, mais je vais pas aller en prison pour rien, tu vois. Donc, j'ai traité du harcèlement que les femmes subissent sur les réseaux sociaux. J'ai fait une foule de vidéos qui, pour moi, sont hyper importantes en tant qu'individu. Que les youtubeurs subissent aussi. Oui. Oui, bah oui, tu vois. Donc, moi, je connais. Donc, moi, je dirais que le mot de la fin, ouais, c'est croyez en vos rêves. N'ayez pas peur de rêver grand. Écoutez-vous ce que vous avez dans la tête et allez jusqu'au bout et surtout travailler. Dans l'équation, même si tu te branles, même si tu as des facilités, même si tu es un baratineur, à un moment dans l'équation, il faut travailler. Et si vous ne voulez pas travailler, toi, t'en es la preuve, t'as fait un truc et je ne serais pas capable de le faire, je veux dire, c'est extraordinaire, tu vois. Donc le travail, c'est la clé, hein. Même si moi qui veut aller dans une quête spirituelle, eh ben faut travailler aussi hein, pour faire de la théologie. Faut étudier, faut être humble, faut se mettre à genoux. Moi, je ne me mettrais pas à genoux si quelqu'un me le demandait, mais face à Dieu, il faut que tu te mettes à genoux. Moi, je dis tout le temps, si tu veux aimer et servir Dieu, tu ne peux l'aimer, le servir, qu'en aimant les hommes et en servant les hommes. Absolument. C'est une base. C'est une base. Et tu n'as pas besoin d'être dans un dogme judaïque, dans un dogme musulman, bouddhiste, pour être proche de Dieu si tu épouses les maximes que tu nous as citées précédemment. Tu sais, moi, j'ai la chance que je sois adoubé par des gens comme toi, comme Thierry Taché et comme Alexandre Nataf, que je voyais à ma salle au début, qui parlait pas forcément avec moi parce que j'étais un petit jeune. Adorable. Et qui vient sur moi, qui prend le temps de venir de Perpignan pour s'asseoir à côté de moi. C'est la plus belle des réussites. Bah, je te remercie, Robert. Oui, et moi. comme tu le dis tout le temps, la jalousie, ça se mérite. Puto.